Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui, d'être si nombreux et nombreuses, ça fait plaisir. On commence, il y a un petit souci technique mais qui va être rapidement réglé. Donc vous allez assister aujourd'hui à une table ronde sur le concours de conservateurs et de conservatrices du patrimoine et la formation qui s'ensuit après l'obtention de ce concours à l'Institut national du patrimoine, l'INP, et à l'INET, l'Institut national des études territoriales. On va donc rapidement commencer par se présenter. Moi je m'appelle Marianne Tricoire, je suis élève conservatrice en spécialité musée et en fonction publique d'État. Et j'ai fait mon parcours à l'école du Louvre globalement, ma troisième année de licence et mon master à l'école du Louvre en histoire de l'art appliqué aux collections. Et j'ai ensuite préparé le concours à la classe préparatoire de l'école du Louvre. Voilà, assez classiquement. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je m'appelle Agathe Frochot, je suis lauréate du concours en spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel, également en externe. Donc je venais tout juste de finir mes études et c'est une spécialité qui n'existe que dans la fonction publique territoriale, donc en conservatrice territoriale. J'ai réalisé ma préparation du concours à l'université dans un master qui s'appelle le master Ville, Architecture et Patrimoine à l'Université de Paris, j'y reviendrai tout à l'heure. Et au préalable, j'ai réalisé des études plutôt de sciences sociales, donc histoire et sociologie à l'École normale supérieure Paris-Saclay et à Paris 1. Voilà. Bonjour à tous, alors moi c'est Natacha Roéric, je suis aussi élève conservatrice externe en spécialité musée pour la fonction publique territoriale. Moi j'ai fait toutes mes études à l'école du Louvre, donc le parcours très classique, premier cycle, master 1, master 2 de recherche, et j'ai préparé le concours aussi à l'école du Louvre, voilà, donc plutôt spécialité 15e, 18e siècle. Bonjour, je m'appelle Zoé Navarrete et je suis aussi élève conservatrice en spécialité archives en fonction publique d'État. Moi j'ai fait d'abord une licence d'histoire généraliste à Paris 1. Ensuite, j'ai fait un premier master de recherche en histoire romaine, toujours à Paris 1, et un second master 2 de prépa au concours du coup, de conservateur, qui est aussi une formation diplômante en archivistique. Et donc, j'ai eu le concours aussi à la fin de mes études. Et donc, ce qu'on va vous présenter là maintenant, c'est donc à la fois le concours de conservateur. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir ce concours, comment ça se passe, et aussi ensuite le déroulé de la formation que nous avons donc en parallèle à l'Institut national du patrimoine et à l'Institut national des études territoriales pour les élèves qui sont en fonction publique territoriale. Donc l'Institut national des études territoriales, c'est l'INET, c'est une grande école du service public local qui correspond en fait à l'ENA pour la fonction publique territoriale et qui forme les grands cadres territoriaux dont les conservateurs du patrimoine mais aussi les conservateurs des bibliothèques. On aura l'occasion d'y revenir. Alors on va vous parler maintenant un petit peu de la préparation au concours de conservateurs du patrimoine, alors notamment les conditions de présentation de ce concours. Donc, il faut savoir qu'il existe 5 spécialités, donc musée, monuments historiques et inventaire, archives, archéologie et patrimoine scientifique, technique et naturel. Concernant les conditions, il n'y a pas de limite d'âge pour présenter ce concours. Ainsi, dans notre promotion, cette année, les élèves ont 22 ans jusqu'à 50 ans. Donc ça vous montre un petit peu cet écart et aussi cette diversité. Il convient également d'être titulaire d'une licence pour les candidats externes. Mais la majorité des lauréats ont en réalité souvent un master 2, voire un doctorat. Et en fait, donc, les profils plus chercheurs ne sont pas pénalisés. Et au contraire, même avec l'évolution du concours en 2023, pour les doctorants, on va s'intéresser davantage à leur parcours de recherche et même au parcours de recherche des autres candidats. Pour les internes, ceux-ci doivent avoir occupé un poste dans la fonction publique depuis au moins 4 ans. Et il n'y a plus non plus de limite de tentative de présentation au concours, c'est-à-dire qu'on peut présenter le concours en fonction publique territoriale et en fonction publique d'État autant de fois qu'on le souhaite. On va vous présenter de manière assez succincte quelques lieux de préparation du concours par spécialité. Il ressort d'un constat général qu'il est assez difficile de préparer ce concours en dehors de Paris, même s'il a existé des prépas hors de Paris ou des prépas qui s'adaptent aux situations notamment des internes qui souhaitent préparer le concours. Et les prépas en général préparent à plusieurs concours de la fonction publique, concours de la culture, comme donc conservateur du patrimoine, mais aussi des concours territoriaux comme attaché de conservation du patrimoine de catégorie A ou assistant de conservation de catégorie B.
voire sont diplômantes, comme ça a été le cas de ma prépa, et c'est le cas de plusieurs masters à l'université notamment qui préparent aux deux. Pour les internes, il existe une préparation au concours qui est organisée par le CNFPT. Concernant la spécialité monuments historiques et inventaires, archéologie et musée, les candidats auront tendance à se tourner davantage vers la classe préparatoire de l'école du Louvre, mais aussi la classe préparatoire intégrée de l'INP, qui s'appelle la classe prépa talent, mais aussi vers les prépas de Paris 4 et de Paris 1 Nanterre. Pour la spécialité archives, il est donc possible de passer par la prépa du concours organisée par le CNFPT, prépa talent qui prépare donc à toutes les spécialités du concours, par la préparation de l'école des chartes, puisque beaucoup des élèves qui sont admis en spécialité archives viennent de l'école des chartes, et depuis 2019 par l'université, par la prépa que personnellement j'ai fait, qui est donc un cursus universitaire en 1 an, à la fois diplômant et qui est une préparation, et qui aussi permet une insertion professionnelle, donc de par la diplomation, mais aussi parce qu'il prévoit par exemple des stages qui sont importants pour préparer le concours, on va revenir dessus. Pour la spécialité PSTN dont je suis issue, je vous parlerai plutôt de prépa qui existe à l'université, même s'il est possible de la préparer à l'école du Louvre. En fait, il y a une préparation à l'université de Paris que j'ai faite, donc dans un master plutôt généraliste en histoire, mais qui est très professionnalisant sur les concours du patrimoine, et qu'il est aussi possible de suivre en formation continue, donc très intéressant pour les internes, qui peuvent faire une alternance et continuer à avoir une situation matérielle convenable. Pour ma part, j'ai réalisé la formation en initiale avec un stage dans un centre de culture scientifique et technique dans le département de la Seine-Saint-Denis. Mais en tout cas, c'est une formation qui prend en compte l'aspect vraiment professionnalisant du concours de l'INP, puisqu'il est important de savoir se projeter directement dans une posture professionnelle en fait, dans ce concours. Il existe également un master au MNHN, donc au Muséum national d'histoire naturelle, qui prépare plutôt aux épreuves de patrimoine naturel, qui est spécialisé en muséologie des sciences et de la nature. Nous allons maintenant vous présenter les épreuves écrites et orales du concours, peut-être moins en s'attardant sur le contenu de chacune des épreuves, puisque ce sont des éléments que vous pourrez retrouver en ligne sur le site de l'INP, mais plutôt en vous faisant part de nos retours d'expérience, puisque voilà, nous sommes fraîchement issus du concours 2021. Et puis, nous allons essayer de vous partager aussi des conseils qui vous permettront de comprendre ces épreuves qui sont parfois un peu compliquées, notamment les oraux, qui sont parfois un peu cryptiques, notamment puisque nous ne pouvons plus y assister en tant que candidat non lauréat, non admissible, nous ne pouvons plus assister aux épreuves orales. Donc nous essayerons un petit peu d'entrer dans la boîte noire de ces épreuves. Donc tout d'abord la dissertation, qui est une épreuve très classique d'érudition, dont le sujet est en fait à choisir le jour du concours. Nous vous conseillons de préparer l'un des sujets plus particulièrement au cours de votre préparation, puisque cela semble plus cohérent après avoir passé 1 an à réviser l'ethnologie, de choisir le sujet d'ethnologie le jour J. Mais je voulais vous faire part de ma petite expérience où le jour du concours, en fait, j'ai pas choisi le sujet que j'avais préparé initialement, parce que j'avais un double profil, un peu histoire et histoire des sciences. Et il est toujours possible aussi d'improviser selon les sujets que l'on voit lors de la découverte de ces sujets. Il faut être très fort pour faire ça quand même. On choisit donc une thématique et il n'y a pas de programme. Donc on découvre le jour J le sujet. Et pour la spécialité archives, c'est obligatoirement, le choix se fait en fait entre trois sujets: histoire des institutions et de l'administration française, histoire européenne ou histoire de l'art européen. Le sujet le plus favorisé, le plus choisi par les candidats en dissertation, c'est celui d'histoire de l'art européen, avec 200 personnes sur donc 378 présents qui l'ont choisi. Et le moins prisé, c'est le sujet d'ethnologie avec 10 personnes. Les candidats internes préparent, eux, une note de synthèse en même temps que nous, on prépare la dissertation. Ensuite, la deuxième épreuve, qui est un petit peu la plus importante, parce qu'au niveau des coefficients, c'est donc un coefficient 4, alors que la dissertation était un coefficient 3. C'est l'épreuve d'option, donc c'est un petit peu votre spécialité scientifique, en fait, que celle-ci, vous devez choisir, par contre, au moment de l'inscription au concours. Et en fait, ça consiste en une épreuve donc, de 5 heures. Vous avez 4 documents, 4 photos, en fait, sur papier, en couleur, que vous devez, vous n'avez pas de cartel, pas de légende. Donc vous devez en fait le mieux possible savoir identifier, dater, localiser, etc.
Pour ce qui est des spécialités musées, monuments historiques et archives, on vous conseille pas. En fait, il n'y a pas d'option particulière à choisir. Le choix est assez libre, sachant qu'il y a 18 en fait options possibles. Qui vont de l'archéologie, histoire de l'art du monde gréco-romain, histoire du Moyen-Âge européen, de Byzance. On a des épreuves de patrimoine des sciences de la nature. On a une option art de l'Inde, par exemple, et du monde inalisé. Une option ethnologie aussi, où une de nos camarades était tombée, par exemple, sur un album Panini avec des photos de Zidane. Voilà, donc ça vous montre un peu la diversité des objets et des œuvres sur lesquelles vous pouvez travailler. Pour l'aspect archives et PSTN, il me semble que c'est un peu plus contraignant. Vous ne pouvez pas choisir toutes les options que vous voulez. Mais ça, c'est des infos que vous pouvez retrouver assez facilement. Se pose beaucoup la question du choix stratégique, en fait, de quelle option on va choisir. Parce qu'en fait, il y a des options qui sont très présentées, qui sont très choisies par les candidats. Par exemple, l'option art de la fin du XVIIIe siècle à nos jours. L'année dernière, il y avait 101 candidats. Pareil pour art du XVe siècle, XVIIIe siècle, il y avait 87 candidats, alors que pour art de l'Afrique à nos jours, il y avait 2 personnes. Pareil pour art de l'Océanie. Donc si vous êtes un spécialiste de l'art d'Afrique, foncez, parce que vous n'aurez pas beaucoup d'adversaires en face de vous. Mais en fait, c'est quand même intéressant de choisir une option dans laquelle on est vraiment spécialiste et pas de faire juste par opportunisme une option dans laquelle il n'y a personne, parce que c'est quand même des épreuves qui sont très difficiles. Et il faut apprendre beaucoup de choses, et voilà. Donc restez dans votre spécialité. Pour l'ensemble à peu près des options qui sont possibles au concours, on a plusieurs petits conseils à vous formuler, notamment donc aller bien sûr beaucoup au musée, se tenir au courant de l'actualité de la recherche dans votre option, dans votre spécialité, savoir un petit peu quelles sont les expositions temporaires, donc vraiment savoir un petit peu quelles sont les œuvres qui vont être le plus mises en avant au cours de l'année où vous allez préparer le concours. Donc, il est important, bien sûr, de connaître les collections des musées nationaux, des musées parisiens, mais pas uniquement. Il faut aussi bien connaître les chefs-d'œuvre et les œuvres moins connues des musées de région également, c'est aussi très important. Et ce qui peut aussi également vous différencier en tant que candidat, c'est d'avoir aussi des exemples d'œuvres un peu moins connues, justement, d'aller un petit peu hors des sentiers battus. Et donc, bien entendu, il faut beaucoup s'entraîner. C'est aussi très judicieux de travailler en groupe, d'essayer de se répartir un petit peu les tâches et le travail, justement pour essayer de brasser le plus d'œuvres possible. Et aussi de se constituer son propre imagier avec justement un maximum d'images et d'avoir cette culture des œuvres. Pour l'épreuve de commentaires en spécialité archives, c'est obligatoirement l'épreuve document d'archives du Moyen-Âge à nos jours qui doit être choisie par les candidats. C'est une épreuve qui nécessite des connaissances solides en histoire du Moyen-Âge à nos jours et qui nécessite de ne léser aucune période, puisqu'en général, on a 4 documents qui apparaissent en ordre chronologique. Ça nécessite aussi des compétences en paléographie, en ancien et moyen français, parfois en latin, en historiographie et en archivistique, et surtout en actualité du droit, du patrimoine, des institutions d'archives, en fait, puisque souvent on nous demande quand même de faire un lien avec les institutions, le cadre concret dans lequel on serait potentiellement amené à exercer. Et donc il est quand même à noter une réforme cette année du concours qui permettra à des candidats au profil plus diversifié de présenter cette épreuve de commentaires. Le concours en archives sera désormais divisé en 2 épreuves. Une épreuve avec des documents d'histoire médiévale et moderne, avec donc de la paléographie et du latin, et une épreuve plus contemporaine, avec de l'histoire plus contemporaine, qui donc ne nécessitera plus de paléographie ni de latin. Pour la spécialité PSTN, il est aussi à noter que les options sont obligatoires en fait. Vous avez le choix entre l'option d'histoire des techniques et de patrimoine industriel ou l'option de patrimoine et sciences de la nature, qui sont toutes les deux des options avec des périmètres très larges, des bornes chronologiques qui vont de l'Antiquité à nos jours et des limites géographiques assez larges. Donc je vous conseillerais avant tout de maîtriser les incontournables, que ce soit en France ou en région, et ce grâce à la fréquentation des musées, à la visite de sites, ce qui peut être un peu plus original en PSTN, puisque vous pouvez vous rendre sur des friches industrielles ou bien dans des parcs pour découvrir des bâtis qui font partie de l'histoire des techniques.
Donc l'idée au concours est bien sûr de faire preuve d'érudition, mais vous n'allez pas toujours pouvoir identifier précisément les sites ou les objets qui vous sont présentés. Donc là, je vous conseille vraiment de faire preuve de déduction, d'un sens de l'observation et d'une remise en contexte en fait, des objets, bien que vous n'ayez pas réussi à les identifier puisque c'est ce qui sera valorisé. Également de même souligner dès ces épreuves écrites les enjeux professionnels qu'il y a autour de ces collections, notamment aussi en faisant des liens avec l'actualité. Donc ça rejoint aussi les conseils généraux sur les musées et plus spécifiquement sur la culture scientifique et technique, une publication comme la lettre de l'OSIM peut être très recommandée en fait, pour se tenir au courant de cette actualité. Et enfin, la troisième épreuve écrite, c'est une épreuve de langue d'une durée de 3 heures qui est d'un coefficient 1. Je précise qu'il faut choisir une langue différente à l'écrit et à l'oral pour ce concours, sauf depuis cette année pour les internes qui peuvent prendre la même langue à l'écrit et à l'oral. Et donc cette épreuve, elle consiste en la traduction partielle d'un texte journalistique souvent récent, qui parle de culture, de patrimoine, et 3 questions concernant ce texte qui, en général, nous invitent à réfléchir sur les enjeux contemporains autour du texte, sur la culture en lien avec la langue choisie, et montrer qu'on s'y intéresse. Et donc, il existe plusieurs stratégies pour cette épreuve. Certaines personnes préfèrent prendre la langue qu'elles maîtrisent le mieux à l'écrit pour favoriser l'admissibilité et ensuite se débrouiller à l'oral. D'autres personnes font l'inverse pour être plus à l'aise à l'oral. Donc voilà, tout dépend. En tout cas, il est conseillé de réfléchir en avance à cette histoire des 2 langues parce que ça nécessite parfois de se replonger dans une langue qu'on n'a plus pratiquée depuis un certain moment. Une fois ces écrits passés, on peut être donc admissible, et dans ce cas-là, nous allons donc procéder aux épreuves orales. Donc, l'une des épreuves orales, c'est l'épreuve de spécialité, donc qui dure, on a 30 minutes de préparation, 30 minutes de passage, donc c'est un coefficient 3. On passe devant 3 membres de jury. Donc on tire au sort un dossier qui comporte de 3 à 5 documents. Donc ça peut être des documents très divers, ça peut être des photographies, des articles de journaux récents ou moins récents. Donc vraiment des sujets assez divers. Par exemple, moi en musée cette année, je suis tombée sur les publics empêchés. Mais voilà, il peut y avoir des sujets qui concernent par exemple les restitutions, donc des sujets aussi d'actualité, des sujets de fond. Donc c'est assez diversifié et en fonction des documents qui sont à notre disposition, on doit réaliser un texte problématique sur cette question-là et le présenter ensuite à l'oral et répondre à des questions. La deuxième épreuve orale, c'est une épreuve d'entretien avec le jury qu'on appelle parfois grand oral. Elle dure 30 minutes, elle est d'un coefficient 3. Et donc en fonction des spécialités, le jury se compose de personnes différentes avec une présidente du jury, un administrateur territorial ou un haut fonctionnaire, un élu en général et des conservateurs de la spécialité dans laquelle on candidate, mais aussi de d'autres spécialités. Donc le candidat a 5 minutes pour se présenter son parcours universitaire, ses stages, l'expérience qu'il a acquis et ses motivations, pourquoi il candidate. Et donc s'ensuit une discussion plus large d'une durée de 25 minutes où les membres du jury posent différentes questions. Là, vous pouvez voir sur cette diapo la diversité des questions. Elles concernent aussi bien des aspects scientifiques de là ou des spécialités dans lesquelles on candidate, mais aussi des aspects relatifs à l'encadrement. C'est important pour le jury de voir qu'on peut se projeter dans des fonctions d'encadrement puisque ce sont celles que sont amenés à exercer les conservateurs du patrimoine. Et pour les internes, c'est une épreuve différente. Elle s'intitule « Épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ». Elle est plus longue et le jury a pris connaissance en amont d'un dossier rempli par donc les candidats du concours interne qui synthétisent leur expérience et amènent à des échanges sur ce sujet. Et enfin, la troisième et dernière épreuve, c'est une épreuve de langue vivante, qui est donc une langue vivante différente de celle que vous avez prise à l'écrit, sauf l'année prochaine pour les internes uniquement. Donc là, c'est une épreuve qui dure 30 minutes. Vous avez 30 minutes de préparation sur un texte que vous devez commenter, en fait. Ensuite, et 30 minutes de passage avec une présentation, un commentaire de ce texte, en fait, qui est généralement un texte de presse. C'est un coefficient 1 et vous passez devant 2 professeurs de langue. Voilà, c'est une épreuve assez classique en fait, mais qui est quand même qu'il faut prendre en compte. On avait des conseils un petit peu généraux en fait sur la préparation de ces oraux qui sont en fait transversaux à toutes les spécialités.
Ce qu'on a pu constater toutes les quatre, c'est que c'était très important dans la préparation des oraux de beaucoup lire la presse spécialisée, vraiment beaucoup, et pas attendre la préparation des oraux pour le coup, ne pas se réveiller en octobre en disant il faut que je rattrape 1 an d'actualité patrimoniale, c'est pas possible. Il faut être incollable sur les grands chantiers en cours, que ce soit dans les restaurations. Là, dans le slide, on a mis une question que j'avais eue sur le centre Pompidou à Shanghai. Voilà, il faut savoir ce que c'est le centre Pompidou à Shanghai et quels sont les enjeux de ce type de chantier. C'est important, si vous pouvez, de réaliser des oraux, le plus d'oraux possible en fait, avec des personnes de votre entourage, avec des conservateurs, des conservatrices, avec des professionnels, le plus entraîné possible, notamment, je pense, pour cette épreuve d'entretien avec le jury où vous avez en fait une présentation de 5 minutes à faire. C'est un exercice qui n'est pas facile de se présenter en 5 minutes. Il faut que ce soit 5 minutes chrono, parce qu'il y a un chronomètre qui est derrière vous et qui défile, que vous ne voyez pas. Voilà, donc il faut vraiment apprendre son truc par cœur et s'entraîner devant le plus de personnes possible. C'est des gens qui pourront vous donner des conseils et c'est vraiment très précieux. Après, il faut faire attention parce que si vous prenez trop de conseils, des fois vous pouvez avoir des conseils qui peuvent être contradictoires. Donc il faut aussi apprendre à se faire confiance et à décider de ce qu'on choisit d'écouter ou pas. C'est important aussi de savoir tirer parti de ses expériences professionnelles, mais les plus divers possibles en fait, parce que maintenant le jury ne cherche pas que des chercheurs, des chercheuses, et c'est bien de montrer qu'on peut avoir un horizon varié et que, je ne sais pas si vous avez travaillé dans la restauration, ça peut être intéressant de le dire aussi, et savoir en fait bien les synthétiser et montrer en quoi elles pourront venir vous aider dans votre métier futur de conservateur ou de conservatrice. En termes de posture, on a remarqué dans les rapports de jury que les candidats qui étaient curieux, enthousiastes, dynamiques étaient vraiment appréciés. Donc ne pas hésiter à assumer votre curiosité, votre enthousiasme et aussi votre ouverture sur tous les champs du patrimoine. Parce que c'est avant tout l'Institut national du patrimoine, mais en fait des patrimoines avec des spécialisations métiers, mais qui en fait, à la base, il y a un socle de connaissances communes et de pratiques communes. Sur un autre point, n'hésitez pas non plus à assumer vos positions sur des questions un peu plus difficiles, d'actualité, sur des sujets comme les restitutions, sur les sujets comme l'engagement au musée. Il faut que le jury puisse percevoir en fait le professionnel que vous allez être et qu'il sente déjà des argumentations et des capacités de rhétorique justement dans ces questions qui sont vraiment très importantes et que vous aurez à gérer au quotidien avec votre hiérarchie, avec vos élus. Plus généralement, bien sûr, gestion du stress et gestion du temps sont vraiment des incontournables de la préparation de ces oraux. Et un conseil aussi important est celui de se renseigner sur les membres du jury, puisque plus vous en saurez sur leur poste, sur les grands projets qu'ils mènent, sur leurs institutions, plus vous saurez anticiper certaines de leurs questions et voilà, être pertinent face à eux. Et n'hésitez pas non plus à lire les rapports de jury, puisqu'ils sont très, très instructifs. Je ne sais pas si on a le temps de donner des conseils par spé au niveau de cette épreuve orale. Peut-être très rapidement. Très rapidement. Alors, on est un peu désolé, on n'a pas parmi nous ni de conservateurs ou conservatrices monuments historiques, et archéologie, pardon. Donc, on va plutôt se concentrer sur musées, archives et PSTN. Peut-être en archives, Zoé, si tu as des petits conseils un peu généraux. Alors, les épreuves écrites en archives nécessitent de très solides connaissances en histoire. À l'oral, c'est plutôt des connaissances en archivistique et en actualité des archives et du patrimoine. Et donc, il est conseillé d'avoir fait plusieurs stages de nature diversifiée, en administration centrale, aux archives nationales, mais aussi en archives départementales. On constate parmi les admis que l'immense majorité a fait un stage en archives départementales. C'est ce qui permet en fait de voir au mieux la diversité des fonctions qu'un conservateur des archives peut occuper, qu'elles soient scientifiques, de l'ordre de l'encadrement, des relations avec les élus par exemple. Donc voilà, vraiment je le conseille. Et pour vous donner quelques exemples de dossiers qui sont tombés cette année dans une des 2 épreuves orales, en épreuve en archives, c'est donc le contrôle scientifique et technique en territoire, la déclassification des archives, le RGPD et les archives orales et audiovisuelles. Et donc tous ces sujets sont à mettre en lien avec des connaissances scientifiques, mais aussi avec l'actualité, puisqu'en fait chacun de ces sujets tend des perches
envers des choses dont on parle dans le monde des archives. Et c'est donc pour ça qu'il faut lire l'actualité des archives, les revues spécialisées, c'est très important. Alors, pour la spécialité musée, ça va rejoindre beaucoup des conseils qui ont déjà été dits ici précédemment, mais c'est bien sûr fréquenter assidûment les musées, à nouveau les musées parisiens, mais pas uniquement, les musées de région également, et montrer aussi qu'on est curieux, c'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement visiter, se renseigner sur des musées qui relèvent de notre spécialité, mais montrer qu'on a vraiment cette envie de s'intéresser à toutes les spécialités, toutes les périodes chronologiques, tous les types d'œuvres, mais aussi même dans d'autres spécialités, que ce soit les archives ou même PSTN, archéologie. Voilà, ça c'est, je pense, très important. Et aussi de faire des stages dans des lieux divers, donc des musées de différentes tailles, à nouveau, des musées parisiens, mais des musées départementaux, des musées municipaux. Je pense que cela est très important pour bien saisir les problématiques qui sont celles de chacune de ces institutions. Peut-être le message que je voulais faire passer aujourd'hui pour la spécialité PSTN, c'était de dire que des profils très variés peuvent se présenter à ce concours et être appréciés en tant que tels, puisque c'est une spécialité qui brasse autant les personnes issues des sciences de l'ingénieur, des sciences naturelles, que des personnes issues des sciences humaines et du monde du patrimoine. Donc le jury est bien au fait de cette diversité des candidats et n'attend pas des spécialistes pointus sur tel ou tel sujet, même si l'intitulé de la spécialité paraît très pointu. Donc l'idée pour des personnes qui viennent du monde des sciences de l'ingénieur, c'est de se rapprocher du monde du patrimoine, de se tenir au courant de l'actualité, d'être curieux. Et puis pour des personnes, pour le mouvement inverse, eh bien, d'aller vers des contenus plus scientifiques, mais tout en assumant des profils qui peuvent être un petit peu atypiques et appréciés par le jury, ainsi que de la connaissance, bien sûr, de l'administration, fonction publique territoriale, vraiment, qui peut aider au moment des oraux. Il y a une question qui peut se poser, c'est la question de savoir si vous voulez présenter 2 spécialités. Donc je parle des spécialités métiers. C'est pas conseillé. Depuis, ça fait plusieurs années que le jury rappelle que c'est pas conseillé de présenter 2 spé en même temps, surtout si en fait, si vous voulez le faire, il faut que vous ayez vraiment un profil, par exemple, à la fois musée et monument historique, où ça arrive souvent, par exemple, pour musée et archéologie. Mais en fait, il ne faut pas que ça soit tiré du chapeau, parce que sinon le jury va s'en rendre compte et il déteste ça. Et en plus, ça vous fait une perte de temps, parce que ça veut dire préparer deux spécialités en même temps, et vous n'avez pas beaucoup de temps pour préparer les oraux. Voilà, donc il faut vraiment, si vous voulez faire ça, justifier d'une expérience assez solide en fait dans les 2 domaines que vous présentez, sinon ça vous sera reproché. Voilà, on peut peut-être conclure très rapidement sur un petit peu les statistiques. On ne veut pas vous faire peur, mais c'est important d'en parler. Donc les statistiques, chaque année on a entre 70 et 90 admissibles externes et internes confondus. Il faut avoir une moyenne en général entre 11 et 12 pour l'ensemble des 3 épreuves écrites. Le jury détermine un seuil d'admissibilité qui est commun à toutes les spécialités. Et on a chaque année entre 35 et 40 admis. Je crois que cette année, on est 43 admis. Et le seuil d'admission est par spécialité et par fonction publique d'État et fonction publique territoriale. Le concours externe, donc on a fait des statistiques, compte 9% d'admis sur les présents aux 3 épreuves, pas sur les inscrits, sachant qu'il y a beaucoup plus de candidats en spécialité musée, par exemple, qu'en spécialité archives, donc c'est une moyenne commune à toutes les spécialités. Et pour le concours interne, on est arrivé au chiffre de 22% d'admis sur les présents aux 3 épreuves. Donc un paramètre à prendre en compte lors de la préparation de ce concours, c'est le nombre de postes ouverts, très important puisqu'il est variable en fait d'année en année. Donc ce sont des données que vous pourrez retrouver dans 2 arrêtés qui sont publiés au journal officiel tous les ans au moment du printemps, donc finalement au moment des inscriptions. Et donc nous souhaitions attirer votre attention sur 2 spécialités qui en 2022 vont avoir des gros besoins, ce qui n'est pas le cas tous les ans. C'est donc la spécialité archéologie dans laquelle 7 postes sont ouverts. 7 postes étaient ouverts également l'année dernière, dont 6 pourvus puisque la fonction publique territoriale a toujours du mal à recruter. Et la spécialité archive avec 15 postes ouverts en 2022, ce qui est énorme par rapport à la promotion par rapport à notre promotion, puisqu'il y a un doublement de ce nombre de postes et ça correspond vraiment à des besoins des administrations. Donc n'hésitez pas à vous positionner aussi sur ces spécialités. Pour le reste, c'est plutôt constant d'année en année. Et j'attire également votre attention sur la spécialité archive qui a du mal à trouver ses conservateurs.
En 2021, pour 10 postes ouverts, il y a eu 7 admis, donc 3 postes qui ont été reportés sur d'autres spécialités qui ont permis à des personnes sur liste complémentaire d'être admises. Et donc le rapport du jury déplore que cette situation est liée au nombre relativement faible de candidats et à la faible proportion parvenant à l'oral, puisque la barre d'admissibilité, on l'a dit, est commune à toutes les spécialités, et à un nombre de postes ouverts au concours territorial qui, en fait, de par l'organisation du concours, fait que tous les conservateurs admis choisissent la fonction publique d'État et non la fonction publique territoriale. Pourtant, le besoin de conservateurs en archives ne cesse d'augmenter, et en 2022, cette année, c'est 15 postes en archives qui sont ouverts, et donc c'est un nombre qui plutôt tend à augmenter. Et j'ajoute également que le concours, qui a longtemps été réservé aux élèves issus de l'École nationale des chartes, est ouvert depuis 2008 à tous. Donc moi, par exemple, je n'ai pas fait l'École des chartes. Et le latin n'est plus obligatoire en épreuve de langue, il l'a longtemps été, là ce n'est plus le cas. Et la réforme des écrits que j'ai évoquée précédemment permet, une fois de plus, à des profils plus contemporains de présenter le concours. Si on s'intéresse un petit peu au profil des candidats admis, donc notamment en regardant le rapport de jury du concours, on remarque que le jury est de plus en plus attentif à des profils diversifiés, c'est-à-dire que le jury est à la recherche aujourd'hui de nouvelles compétences. Donc on remarque que les élèves admis ont désormais des profils un peu plus divers, c'est-à-dire par exemple qui n'auront pas fait uniquement l'école du Louvre, mais également auront fait un cursus en école de commerce ou encore seront passés par Sciences Po. Donc voilà, il y a vraiment cette volonté aujourd'hui de diversifier les profils dans les recrutements. Voilà, donc là, vous avez un petit extrait justement du rapport de jury du concours, donc le nôtre, 2021. Alors, donc après cette présentation du concours qui, j'espère, ne vous a pas trop fait peur, on va passer donc à la partie sur la formation. Donc en fait, une fois que on a eu le concours, en décembre, on est appelé en disant bravo, félicitations, vous avez le concours. Et donc à partir de janvier, on devient donc fonctionnaire stagiaire. En fait, c'est un statut assez particulier. Donc on est tous et toutes élèves conservateurs et conservatrices du patrimoine. Donc voilà, pendant 1 an et demi. Donc c'est une formation qui dure 18 mois. On a ce statut de fonctionnaire stagiaire, soit de la fonction publique d'État, donc où notre employeur en fait est le ministère de la Culture, où on a uniquement nos cours à l'Institut national du patrimoine. Soit donc dans la fonction publique territoriale, où là il y a une partie de la formation qui se passe à l'INET, à l'Institut national des études territoriales. On va y revenir un peu plus tard. Et en fait, pendant ces 18 mois de formation, on va alterner entre 9 mois de cours et 9 mois de stage, qui ne sont pas des blocs, mais en fait on va faire un peu de cours, un peu de stage, un peu de cours, un peu de stage. Ce qu'on va vous présenter maintenant. Il y a un petit point sur lequel on voulait parler, c'est le choix du nom de la promotion. En fait, chaque promotion a le privilège de choisir son nom de promo. Nous, c'est un choix qui a été fait en fait lors de notre voyage d'intégration. Donc ça, c'est assez chouette aussi. On a au bout de 3 semaines un voyage d'intégration. Nous, c'était à Bordeaux. Il y a plusieurs noms qui ont été avancés, d'âpres débats, discussions, et en fait on a fini par choisir le nom de Michel Perrault, donc qui est une historienne, je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une très grande historienne, spécialiste notamment de l'histoire des ouvriers, l'histoire des femmes, qu'on a eu la chance de rencontrer, qui est venue à l'INP. Et ça, voilà, c'est quelque chose de vraiment très fédérateur pour la promo, de se choisir un peu une sorte de... Pour nous, c'est un peu une marraine, en fait, une figure tutélaire. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez chouette. Donc du coup, pour revenir à la formation, donc la promo Michel Perrault a suivi déjà 6 mois de cours et un stage. Donc je vais vous détailler un petit peu les cours qui sont des vrais cours professionnalisants, puisqu'en fait l'INP comme l'INET sont des écoles d'application avec des outils qui vont nous servir directement dans nos métiers de conservateurs du patrimoine. Donc ne vous attendez pas à réaliser un énième master, que ce soit à l'université ou à l'école du Louvre, puisque ici vous trouverez vraiment des clés pour mieux agir 18 mois plus tard avec des rencontres de professionnels qui sont toujours très instructives. Donc les cours se divisent d'abord en un tronc commun, puisque le métier de conservateur du patrimoine est partagé par toutes nos spécialités de métier, et il y a des éléments très communs autour de la déontologie, de la conservation, autour des questions administratives, de la gestion des marchés publics, mais également sur la question des budgets,
sujets que nous partageons toutes et tous, ainsi que sur les questions de patrimoine et diffusion culturelle, puisque nous sommes toutes et tous amenés à valoriser que ce soit des sites, des collections ou bien des chantiers de fouilles. Ensuite, nous nous divisons par spécialité, parfois encore fusionnés. Par exemple, les PSTN ont très souvent cours avec les musées, puisque ce sont des métiers qui se ressemblent beaucoup dans la forme muséale. Et dans ces cours de spécialité, nous apprenons vraiment à réaliser de manière fictive des exercices que nous ferons dans nos métiers. Donc, par exemple, dans le cas des musées, nous avons des cours sur l'inventaire, sur le récollement, sur le projet scientifique et culturel, qui sont vraiment les bases du métier. Parallèlement à ces ensembles de cours et articulés de manière ponctuelle, nous pouvons réaliser des sorties dans des musées, sur des chantiers de fouilles, dans des institutions. Récemment, nous sommes tous allés chez Drouot, toutes les spécialités confondues, puisque le lien avec le marché de l'art est aussi un élément du métier du conservateur du patrimoine. Et bien sûr, le séminaire d'intégration, comme Marianne vous l'a précisé, qui est un moment, un moment très fédérateur où nous choisissons notre note de promotion et nous rencontrons également des professionnels très aguerris. Alors, comme vous l'avez compris, nous avons des cours un peu théoriques, nous avons des sorties, nous avons aussi des moments plus pratiques, puisqu'en effet, nous avons notamment réalisé au mois d'avril des ateliers de conditionnement, donc cette fois-ci qui ont eu lieu au département des restaurateurs, puisque l'INP a aussi fait un département des restaurateurs, qui se trouve sur un autre site, différent de celui des conservateurs, à Aubervilliers, dans une ancienne manufacture d'allumettes. Donc nous avons eu 3 ateliers différents de conditionnement avec des mousses, des arts graphiques, donc avec du carton, mais aussi des conditionnements textiles. Et encore plus récemment, au mois de mai, nous avons eu l'opportunité de réaliser des chantiers de collection. Donc il y a eu 10 chantiers différents. Nous étions accompagnés de 2 élèves restaurateurs et 2 élèves régisseurs, donc issus du Master 2 de Régie de l'École du Louvre. Donc des chantiers qui nous ont permis pendant une semaine de traiter un ensemble d'œuvres dans des lieux très différents. Par exemple, là, vous pouvez voir donc un chantier qui a eu lieu à la Coarque, mais également à la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, à Saint-Ouen, ou encore à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, ou encore au musée Paul Éluard, donc à Saint-Denis. Donc, au travers de ces différents ateliers et de ces différents chantiers, ce qui est aussi intéressant pour nous, c'est justement d'être en relation avec les élèves restaurateurs et de nouer des échanges et des contacts avec eux. À l'INP, la moitié de la formation est constituée de stages, donc on fait 4 à 5 stages pendant les 18 mois de scolarité, dont on va vous détailler le déroulé. Le premier, il arrive 2 mois après notre entrée à l'INP, c'est un stage en administration culturelle, en direction régionale des affaires culturelles pour les élèves de la fonction publique d'État, et en direction culturelle d'une collectivité territoriale pour les élèves de la fonction publique territoriale, donc d'une ville, d'un département. Et donc, ou d'une région, et ça permet de découvrir différents enjeux culturels au sens large, notamment relatifs à la politique culturelle. Donc c'est une introduction assez générale en fait, au métier et aux relations qu'on pourra avoir avec différents acteurs. Pour ma part, j'ai fait ce stage à la Direction régionale des affaires culturelles de la région Nouvelle-Aquitaine. Pour ma part, c'était à la Direction de la culture au département de La Réunion. Moi, c'était à la Direction des affaires culturelles à Mayotte. Donc on a un peu voyagé, vous pouvez voir. Et j'étais à la direction de la culture et du patrimoine du département de l'Isère. Ensuite, on a donc un stage, cette fois beaucoup plus long, qui dure à peu près 4 mois. Et c'est un stage donc, qui se tient entre les mois de juillet et de décembre, où en fait là, on n'a plus du tout de cours à l'INP, on est vraiment tous un petit peu en vadrouille. C'est un stage en fait au cours duquel on va vraiment, le but c'est de nous faire apprendre en fait soit notre métier actuel, soit notre futur métier de conservateur du patrimoine. On va réaliser un travail scientifique, par exemple, ça peut être participer au commissariat et la conception d'une exposition, au récollement d'un ensemble d'œuvres du musée, de contribuer à un catalogue de collection, catalogue d'exposition. Et selon les spécialités, ce stage peut avoir lieu pour les musées en musée national ou en musée territorial, en DRAC, Direction régionale des affaires culturelles, au SRA, au CRMH, en archives départementales. Voilà, il y a plein de lieux possibles. Nous, en fait, on n'est pas encore parti en stage de spécialité. On va commencer à partir de juillet. Ça, c'est une photo en fait des stages réalisés par la promotion précédente, promotion Daniel Cordier, qui va finir en juin leur formation.
Petit tour de table parce qu'on peut le dire, les endroits où nous allons faire nos stages de spécialité. Moi, par exemple, je vais être au Musée national de l'histoire de l'immigration à Paris. De mon côté, je vais rejoindre les musées de la ville du Mans. Voilà. Moi, je serai aux archives départementales du Morbihan. Et moi, au musée Condé, au château de Chantilly. Simplement, on a également un petit stage supplémentaire à effectuer au mois de juillet, donc un stage d'1 mois pour les élèves État et de 2 semaines pour les élèves territoriaux, puisque nous sommes aussi en cours à l'INET à ce moment-là. Et cette année, également, nous avons l'opportunité de pouvoir effectuer des chantiers écoles à l'étranger. Donc, il y a 3 destinations début juillet. Le Gabon, le Liban ainsi que le Sénégal. Donc, une quinzaine d'élèves partira pour une dizaine de jours à peu près dans ces lieux. L'idée en fait de ce chantier école est un petit peu la même idée que celle du stage à l'étranger, qui pour le coup est bien implanté dans le cursus de formation et est obligatoire pour tous les élèves. Donc il y a une vraie dimension internationale aussi à la formation dans la conservation du patrimoine. Et justement, ce stage à l'étranger de 2 mois nous permet à chacune et à chacun de découvrir d'autres approches du patrimoine, d'autres approches de la conservation qui vont nous nourrir ensuite dans nos métiers de retour en France. Mais aussi de créer des liens avec des collègues aux 4 coins du monde et pour pouvoir construire des projets avec eux par la suite. Donc nous vous avons mis un bref extrait des destinations de la promotion de Daniel Cordier. Vous voyez à quel point c'est diversifié et c'est surtout sur la base des idées des élèves. Donc cela correspond vraiment aussi à des envies de chacun et chacune. Nous sommes fortement encouragés à continuer une activité de recherche à l'INP, puisque, comme nous vous le disions au début, le profil de conservateur-chercheur est en fait valorisé, même si nous n'avons pas tout le temps que l'on veut pour mener les activités scientifiques une fois en poste. Au sein de l'INP, nous avons des horaires qui sont dégagés pour cela. D'ailleurs, beaucoup de nos camarades sont soit doctorants, soit docteurs, et donc poursuivent aussi leurs activités à ce moment-là. Donc nous pouvons participer à des colloques, continuer la rédaction d'articles scientifiques, mais aussi s'engager dans des projets de recherche qui nous sont présentés par des professionnels avec qui l'INP travaille. Donc c'est le cas par exemple d'une enquête sur les professionnels d'archives pendant le confinement. C'est une enquête à laquelle nous avons décidé de participer avec Zoé et qui nous permet aussi d'avoir cette entrée dans la recherche. Il y a aussi un élément assez important de cette activité de recherche, c'est que chaque promotion doit en fait organiser une journée d'études de A à Z en fait. Donc on doit vraiment s'occuper de tous les aspects. Nous allons faire donc une journée d'études, ce sera en avril 2023. On vous donnera la date très bientôt, sur la thématique des patrimoines absents. Et en fait, donc là, c'est vraiment les élèves qui, de A à Z, s'occupent de l'organisation pratique, de la programmation scientifique, de la venue des intervenants et des intervenantes, la communication, le financement. Voilà. Donc ça, c'est aussi un exercice pratique qui va être très utile pour à la fois travailler en groupe et savoir comment ce genre d'événements peuvent se tenir. Et il y a aussi une autre journée d'études qui est organisée par la promotion en lien avec nos cours de droit et qui est co-organisée avec des étudiants, des doctorants et des doctorantes de l'Institut des sciences sociales du politique. Et voilà. Comme nous sommes divisés entre élèves conservateurs territoriaux et élèves conservateurs et conservatrices d'État, à 50-50 d'ailleurs à peu près, nous avons des modules pour les élèves État spécifiques, donc notamment lorsque les territoriaux sont à l'INET à Strasbourg en formation. Donc ça peut être la visite de chantier, par exemple la visite du chantier du Musée national de la marine qui est actuellement en travaux, qui nous a permis de plonger au cœur de la refonte du parcours, des réflexions actuellement en cours. On a également des séminaires de management, de négociation, des formations à la prise de poste. Ça, c'est plutôt lorsque l'on arrive, ce sera dans 1 an pour nous, donc proche de la prise de poste. Et on bénéficie également d'un accompagnement individuel par un conseil de professionnalisation qui est constitué de 3 conservateurs qui ont un peu d'expérience et qui nous conseillent, qui nous aident à faire nos choix de stage, qui nous aideront également pour la prise de poste, qui nous permettent un avis extérieur sur tous ces choix. Donc, comme vous l'aurez compris, nous avons aussi des modules spécifiques pour la fonction publique territoriale qui se déroulent à l'INET à Strasbourg. Donc, nous avons environ 5-6 semaines de cours répartis sur toute notre formation.
Donc des cours qui ont pour but de nous faire mieux connaître les collectivités territoriales, c'est-à-dire leur organisation, le rapport avec les élus, mais aussi le management au sein des collectivités territoriales, donc ce qui va être aspect juridique, ressources humaines. Donc on est vraiment dans cette idée de former un cadre de la fonction publique territoriale. Et nous découvrons aussi un peu plus les politiques culturelles, territoriales, mais aussi européennes, puisque notamment la dernière fois, lorsque nous nous sommes rendus à Strasbourg, nous avons pu visiter le Conseil de l'Europe. Et ce qui est aussi très intéressant pour nous, nous avons la chance d'avoir des modules interfilières avec d'autres cadres d'emploi qui sont aussi formés à l'INET, donc c'est-à-dire avec les administrateurs territoriaux, mais surtout avec les élèves conservateurs territoriaux de bibliothèques. L'INET organise également de grandes rencontres professionnelles autour de la fonction publique territoriale auxquelles nous sommes conviés. Donc, ce sont les entretiens territoriaux de Strasbourg et vous pourrez également nous retrouver à cette occasion pour que l'on vous présente le métier de conservateur, donc qui se tiendront en décembre 2022. Et l'INET met également en place des dispositifs très étroits pour nous accompagner dans notre professionnalisation, puisque à l'issue des 18 mois, nous sommes tenus de chercher un poste, puisque nous sommes seulement inscrits sur une liste d'aptitudes en tant que conservateurs territoriaux. Donc ce suivi individuel est vraiment très important. Il nous aide à trouver notre emploi et à mieux cibler les offres qui correspondent à notre profil. Donc c'est très précieux. Finalement, à la fin de cette formation, nous pouvons maîtriser à la fois les aspects scientifiques, techniques, mais aussi managériaux de ce métier qui est très très complet. Également, chaque promotion accueille entre 2 et 4 élèves internationaux qui suivent toute la formation avec nous sur 18 mois. Donc nous, au sein de notre promotion, nous en avons 2, dont Paul qui est ici présente, qui vient du Cameroun. Et durant 2 mois, nous accueillons également d'autres élèves internationaux qui viennent suivre des modules de manière donc plus ponctuelle. Et donc notre promotion a accueilli là, durant le mois d'avril et le mois de mai, 7 élèves internationaux qui venaient notamment d'Égypte, encore d'Algérie ou du Burkina Faso. Donc on arrive à la fin de cette table ronde et aussi donc à la fin de notre formation qui pour nous sera donc en juin 2023. Donc en fait à la fin de notre formation on a donc une remise de diplôme de conservateur du patrimoine et une remise différenciée pour les conservateurs territoriaux du patrimoine. Agathe on a un petit peu parlé mais en fait la fin se passe différemment en fait selon si on est conservateur d'État ou conservateur territorial. Pour les conservateurs et conservatrices d'État, en fait, un poste est attribué un peu automatiquement en sortie de l'INP. Et en fait, c'est un choix qui se fait en accord avec la direction, avec la DGPA, sur la base en fait de nos vœux, qui sont voilà, c'est vraiment une discussion en fait entre l'INP, les élèves conservateurs et la DGPA. Et en fait, du coup, on a une prise de poste qui est quasi immédiate après la fin de la formation, à peu près 2 semaines après. Et c'est en fait une répartition qu'on se fait entre nous, parce que c'est aussi une des particularités de l'INP, c'est qu'il n'y a pas de classement de sortie en fin de formation. Et donc, pour ce qui est des conservateurs territoriaux, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Nous sommes inscrits sur une liste d'aptitudes du cadre d'emploi spécifique qui est celui des conservateurs territoriaux. Cette inscription est valable 1 an, renouvelable 3 fois. Et donc, pendant cette période, il nous revient de répondre à des offres d'emploi que nous avons ciblées au préalable avec le conseil de professionnalisation et puis ensuite par nous-mêmes. Donc, après cette prise de poste, en fait, nous sommes encore stagiaires pendant 6 mois, considérés statutairement comme stagiaires, puis titularisés à la fin de ce stage qui est en fait un vrai poste, hein. Mais nous entrons véritablement officiellement dans ce cadre d'emploi. Voilà un petit peu cette spécificité, puis je laisse Marianne conclure avant les questions. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre attention. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous pourrez découvrir un petit peu tout le quotidien de notre formation à l'INP et à l'INET. Est-ce que vous avez des questions, des remarques un micro va pouvoir circuler dans la salle. Merci beaucoup pour votre intervention. Au début, vous avez parlé d'une réforme du concours en 2023 qui valoriserait les doctorants. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, en fait, il s'agit des profils de docteurs qui feront l'objet d'une attention spécifique au moment de l'épreuve de grand oral, si j'ai bien compris, avec une prise en compte vraiment de la thèse et des questions qui seront axées autour de ce projet de recherche. Mais j'imagine que cela s'accompagnera forcément de questions plus larges sur la possibilité de se projeter dans le poste de conservateur du patrimoine et avec des questions aussi plus classiques qui sont à l'heure actuelle celles qui concernent l'ensemble des candidats. Mais je pense que peut-être des éléments seront publiés prochainement aussi sur le site de l'INP. Voilà. Je laisse la parole à Christian Autain, qui est directeur des études, qui va peut-être pouvoir nous en dire plus sur cette réforme. Oui, mais merci Agathe. En fait, il s'agit juste pour l'INP d'intégrer dans son concours des dispositions qui sont prévues par la loi Fioraso en vue de faciliter l'intégration des docteurs, notamment dans la fonction publique. Donc, ça ne modifie pas fondamentalement l'économie du grand oral, qui restera un grand oral de conversation avec toute la diversité de questions que vous avez vues, mais une fiche remise au préalable par les admissibles avec une case spécifique pour les docteurs et aussi une case permettant de faire apparaître les autres travaux de recherche tels que des masters ou des diplômes de l'école des chartes, permettra aussi au jury d'orienter spécifiquement ces questions sur les travaux de recherche et notamment de prendre en compte de manière spécifique le doctorat. Mais ce n'est pas un concours réservé docteurs, comme cela a été créé de façon expérimentale à l'ExSENA ou à l'ENSIB, où là on a créé des voies d'accès spécifiques pour les docteurs, en gros sur titres et travaux, plus ou moins. Oui, alors moi je trouve votre intervention extraordinaire parce que j'ai passé le concours de patrimoine, enfin de conservateur du patrimoine l'année dernière. Je me suis inscrite à nouveau là. Je ne trouve vraiment pas d'informations. Je me suis dit mais quelle chance de pouvoir parler à des personnes en chair et en os qui ont des conseils comme vous. C'est vrai. Enfin moi je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui doivent se faire cette remarque, notamment. C'est un concours qui me paraît assez boîte noire parce qu'il n'y a aucun ouvrage qui existe sur la préparation de ce concours. J'ai passé celui de professeur des écoles, d'autres, et c'est vrai que ce concours-là, il paraît un petit peu mystérieux. Moi, j'ai lu les rapports du jury, c'est tout ce qu'on voit. Enfin, je ne sais pas, est-ce que vous confirmez que... Alors, ma question qui en découle, justement, après cette impression, c'est est-ce qu'on peut... vraiment, sincèrement, se dire on met toutes ses chances si on ne fait pas la préparation à l'école du Louvre. Elle est vraiment là, ma question. Alors, il y a déjà, il n'y a pas que l'école du Louvre hein, en classe préparatoire. Il y en a plusieurs autres qui sont aussi très bien. Mais je pense que c'est assez individuel, en fait. Ouais. C'est en fonction aussi des besoins de chacun. C'est-à-dire que la prépa de l'école du Louvre cadre beaucoup, puisqu'en fait, il y a des entraînements qui sont réguliers. Donc, certaines personnes vont avoir besoin de ça. D'autres vont peut-être avoir besoin d'une autre forme de liberté ou de passer peut-être plus de temps à amplifier leurs connaissances par eux-mêmes. Donc, je pense que c'est peut-être un choix individuel. Après, c'est possible de faire aussi plusieurs classes préparatoires. Donc, oui, c'est possible. C'est... Ouais. J'ajoute aussi que pour le concours interne, il existe aussi des personnes qui n'ont pas suivi de prépa, qui avaient une expérience de travail en institution patrimoniale et qui se sont un petit peu lancées là-dedans. Après, c'est vrai que c'est bien d'avoir des personnes avec qui échanger sur ce sujet, mais sur la pratique professionnelle, ça peut être aussi enrichissant qu'une prépa. Et par exemple, Paris 1 et Paris 4 offrent des prépas au concours dans la spécialité musée, par exemple, et il me semble que celle de Paris 1 à des cours qui ont lieu, par exemple, plutôt en fin de journée, le soir, pour permettre de suivre une activité en parallèle ou pour travailler, en fait, pendant la journée, parce que ça nécessite beaucoup de travail personnel. Oui, alors moi, j'habitais à l'île de la Réunion, justement, donc c'était très difficile qui avait connu la Réunion. Si, une autre question, excusez-moi. Vous avez dit 2 personnes qui avaient présenté la spécialité les arts de l'Afrique. C'est ça ? C'est ce qu'on a vu dans le rapport de jury. C'est sur toute la France et les DOM, enfin c'est tout compris ? Normalement, oui. D'accord. Okay.
que vous avez d'autres questions ? Merci beaucoup pour cette intervention. Et je voulais savoir, vous avez parlé de chantier école. Et j'avais l'impression que c'était assez nouveau. Est-ce que vous savez si ça va être réitéré prochainement, enfin dans les prochains... Peut-être pas à nous d'y répondre, mais normalement oui. Si l'expérience se passe bien, a priori, je pense que Peut-être c'est... d'un format un petit peu différent, couplé avec le stage à l'étranger. Voilà, il me semble que c'est peut-être envisagé de cette manière-là. Voilà, en tout cas, ça va être expérimenté, puisqu'on part avec Marianne, toutes les deux, dans un pays différent. Mais voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions ou... Oui. Désolée, merci déjà beaucoup pour la présentation. En fait, vous avez dit que après, pendant la formation, après le concours, vous avez le statut de fonctionnaire, c'est ça ? Donc, est-ce que vous devez payer la formation ou alors parfois vous êtes payé du coup pour faire la formation ? Comment ça se présente ? On est payé, oui. On a un salaire qui est versé soit par le CNFPT, soit le ministère de la Culture. Mais oui, on est rémunéré, oui. Parce qu'on est en fait déjà fonctionnaire. Voilà. Merci beaucoup. Oui, stagiaire, mais enfin, je veux dire, on est déjà fonctionnaire, donc on a un salaire, oui, effectivement. Merci pour votre présentation. C'était juste pour avoir des petits renseignements, si vous avez les informations, sur la prépa talent de l'INP. Alors, aucune de nous ici ne l'a faite, mais on a d'autres élèves conservatrices dans la salle qui l'ont faite, donc elles pourront mieux vous répondre. Oui, bonjour. Moi, je suis donc élève conservatrice aussi dans la promo Michel Perrault et j'ai fait la classe préparatoire intégrée qui s'appelle désormais Prépa Talent. Donc, je ne sais pas exactement quel renseignement vous voulez, mais donc en fait, c'est une classe préparatoire en partenariat avec la Fondation Culture et Diversité et l'École du Louvre et l'École des Chartes. Donc, c'est une classe préparatoire à destination des élèves boursiers. Donc, pour y être admis, c'est sur critères à la fois académiques et sociaux, donc sur une base d'un revenu plafond. Et c'est des promotions d'environ 12 élèves par an. Donc, c'est en très petit comité et en fait, en fonction des spécialités, donc pour les musées, archéo, toutes les spécialités sauf archives, on suit en fait la classe préparatoire de l'École du Louvre et les spécialités archives suivent des cours à l'École des Chartes. Et en parallèle de ça, on a cours en plus à l'INP, donc un jour par semaine, en plus de la prépa de l'école, avec des entraînements en plus, des cours de langue, des visites également avec des rencontres avec des professionnels, des séminaires pour préparant aux oraux. On a également 2 stages à faire dans l'année, un court stage pendant les vacances de printemps de 2 semaines et un stage d'1 mois en septembre. Et il y a aussi un système de tutorat. Donc chaque élève est suivi par un tuteur ou une tutrice. Donc en général un conservateur en poste ou un élève conservateur ou conservatrice en formation à l'INP en fonction de la spécialité scientifique choisie pour l'écrit. En fait, c'est surtout pour nous entraîner au concours à l'écrit. Et à côté de ça, comme c'est un dispositif donc, d'égalité des chances de la Fondation Culture et Diversité, on peut recevoir, si vous êtes boursière par exemple, vous pouvez recevoir une bourse du Crous sur critères sociaux et en même temps une bourse de la Fondation Culture et Diversité, donc qui est calculée en fonction de vos revenus de 200 ou 400 euros par mois et de 200 euros par mois quand vous redoublez, parce que vous pouvez la faire une deuxième année. Si j'étais aussi à la CPI l'an dernier, si je peux rajouter quelque chose, c'est que le fait d'avoir cours à l'INP un jour par semaine, ça dédramatise énormément la période des oraux parce qu'en fait, on va passer les oraux là où on allait en cours et on connaît l'endroit et c'est assez... ça aide. Moi, ça m'a beaucoup aidé, je pense que c'est aussi ton cas. Voilà.
S'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être conclure ici. N'hésitez pas, on peut rester quelques minutes si vous avez des questions. Et on peut aussi échanger nos mails si vous avez des questions, par exemple, plus pour les concours internes, où c'est vrai qu'il n'y avait aucune interne ici, ou pour d'autres spécialités qu'on a peut-être un peu moins évoquées aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup.